Bonjour à tous, bienvenue du coup sur ce 12e talk en tout et premier talk de l'année 2015. Aujourd'hui, je vais vous parler de front, une fois n'est pas coutume, et on va regarder un petit peu comment on peut faire un front réutilisable avec vraiment des modules réutilisables. Donc je vais commencer par cibler vraiment le côté CSS, parce que bon, au final tout le monde connaît un peu le HTML5, s'y intéresser, mais c'est surtout dans le CSS qu'on trouve le plus gros merdier. Donc, en début de projet, en général, tout va pour le mieux, tout est réutilisable, c'est génial, on fait des choses super modulaires, mais le problème c'est que très rapidement, on se retrouve face à un gros problème, c'est qu'on a du code qui devient absolument dégueulasse, on a du code spaghetti. Ce que je dis souvent, c'est que le CSS, c'est le premier indicateur de code smell, c'est-à-dire de gros merder dans un coin. Quand votre CSS commence à péter, vous voyez que votre projet il a un certain âge et que vous allez commencer à faire des compromis et que ça commence à aller mal. Si votre CSS est propre, même après un certain âge, ça sent bon. Dans la pratique, du coup, on va partir du cas le plus mauvais. On va partir du principe que votre projet il est le plus pourri possible et on va essayer de remonter par step pour essayer d'appliquer des méthodes et des outils qui vont faire que vous allez aller vers quelque chose de plus modulaire, de plus réutilisable, de plus maintenable et vous n'allez pas vous suicider dans la minute. Donc au début, si votre CSS va mal, c'est qu'il est en vrac dans un ou plusieurs fichiers, que vous adressez un peu n'importe quel sélecteur à droite à gauche, qu'il y a beaucoup de code qui est dupliqué parce que vous savez plus qui est à quoi, et puis c'est pas grave, vous rajoutez une petite verrue en bas de votre fichier, puis ça passera bien. Et vous avez des sélecteurs qui font 3 pieds de long, et je rappelle du coup en CSS, plus votre sélecteur est long, plus vous augmentez la spécificité, et plus si vous voulez restyler votre élément derrière, vous allez avoir la même spécificité ou supérieure. Donc en gros, plus vous faites du long, plus vous continuerez à faire du long derrière, et vous n'êtes pas rendu. Et du coup, au final, vos fichiers CSS sont lourds, sont difficilement maintenables évidemment, et vous perdez en performance parce qu'au niveau mobile, mine de rien, un fichier CSS qui est très gros, ça fait des requêtes qui sont très longues. Ça impacte directement. Et au final, vous n'avez pas l'énergie et le temps de tout refondre, bref, vous n'avez plus qu'à prier pour votre salut parce que là, vous êtes quand même bien mal barré. Heureusement, on a quelques steps. Premier step, le OOCSS. Alors, le OOCSS, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est Nicole Sullivan qui est une américaine qui a un peu inventé le terme. Le principe, c'est que c'est du CSS orienté objet. Alors vous étonnez pas, on est vraiment en train d'appliquer du nom et des méthodos qu'on trouve ailleurs dans le dev sur des choses qui sont déclaratives comme le CSS. Donc le principe, c'est qu'on va séparer le contenu des contenants et on considère tous les blocs comme des objets réutilisables auxquels on va rajouter un habillage graphique. Là, normalement, vous êtes en train de faire cette tête. Le principe derrière, ça veut dire que vous allez appliquer des règles simples. Vous allez arrêter d'utiliser des ID, vous allez utiliser des classes, parce qu'un ID, vous n'en avez qu'un par page, vous n'allez pas pouvoir réfléchir en termes de réutilisabilité. Vous allez me dire, moi, je m'en fous, mon menu il est utilisé qu'une fois, je peux bien lui foutre un ID. On va voir que non, vous allez avoir peut-être envie d'une structure menu réutilisée dans différents contextes. Il y aura toujours une structure de menu. Donc on ne sait jamais, le principe c'est de dire, on passe par des classes. Les ID, c'est pour du JavaScript, quand vous allez avoir des éléments, des encres, des choses comme ça. Vous n'avez que des classes. Et du coup, vous allez cibler un élément plutôt qu'un contexte. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des sélecteurs de 3 pieds longs en train de dire dans mon div, dans mon machin, dans mon bidule, je vais sélectionner le paragraphe et dedans le lien. Non, vous allez directement cibler une classe sur le lien. Vous allez augmenter vos performances parce que la diminution du sélecteur va augmenter vos performances. Un sélecteur est plus performant que 2, en général, et 3, etc. Et du coup, pour vous, ça va être beaucoup plus lisible et vous allez arrêter de vous binder à une structure. Et vous allez définir un fichier par élément, c'est-à-dire un fichier par module. Votre navigation, c'est dans le fichier navigation, votre menu dans le fichier menu, etc., etc. Hop là, pardon. Donc au final, si on prend, on va dire, un élément de code qui n'est pas dramatique, mais qui est un peu à l'ancienne, c'est-à-dire vous avez des sélecteurs qui sont plutôt longs, vous ciblez des liens dans des paragraphes, voilà, vous faites un peu votre menu, puis vous avez de la navigation, du side menu, vous avez un peu tout mis en vrac. Concrètement, qu'est-ce que ça va donner? En appliquant les principes du OCSS, vous allez avoir un fichier navbar.css, vous mettez toute votre navigation, c'est pareil. Vous avez fait des belles classes navsearch input, donc vous avez ciblé, on va dire au max 2 ou 3, et donc vous avez un peu réduit. Vous allez avoir votre fichier side menu, et puis à côté, vous allez avoir un main qui va faire un import de tout ça. Là, votre tête, normalement, c'est ça. Le problème ici, c'est que ça, là, c'est de la grosse merdouille, c'est à ne pas faire, puisque dans la pratique, quand vous faites un import en CSS, votre navigateur il va regarder et il va faire une requête get pour chaque fichier que vous avez en import. Donc vous avez bien séparé, sauf que dans la pratique, vous allez faire 3 requêtes au lieu d'une. C'est pas mal, mais au final, ça vous embête plus qu'autre chose. Donc la solution, le step 2, c'est de passer par du préprocesseur. Donc le préprocesseur, bon, il y a 3 grands, LESS, Stylus et SAS, on verra ça. Concrètement, le préprocesseur, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est des outils qui permettent d'enrichir le CSS.
Vous allez pouvoir écrire du style dans un langage riche en fonctionnalités et vous allez compiler ensuite en CSS avec des outils de compilation. Vous en avez dans des langages, on va dire plutôt machine, vous avez des outils Node qui font la compile. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on compile, vous avez plein de manières de le faire. Dans la pratique, ici, oui, voilà, petite parenthèse, donc voilà, vous avez des fonctionnalités qui sont très riches. Vous avez, outre les, on va dire, ce qui va vous permettre de structurer votre code, vous avez plein de fonctions, de choses qui sont vraiment super, de la manipulation de couleurs, des additions de variables, etc., qui sont top. Ça, c'est pourquoi je le barre, parce qu'en vrai, lui, il est complètement à la ramasse par rapport à tous les autres préprocesseurs. Less est complètement à la ramasse, et du coup, SAS ou Stylus sont vraiment des excellents outils. Je vous ai mis les liens, et c'est vraiment, vous avez envie de voir Less, allez-y, mais même Twitter Bootstrap maintenant est passé sur du SAS en parallèle, c'est bien une preuve. Donc dans la pratique ici, on va un peu mettre de côté toutes les fonctionnalités. Il n'y a que deux choses qui nous importent pour structurer notre code, c'est les variables et les partials, c'est-à-dire les imports qu'on va pouvoir nester. On va faire des imports d'un fichier, et puis dans ce fichier, lui, il va avoir encore un import d'un autre fichier, etc., etc. Et ça va nous être très très utile. Donc concrètement, voilà ce que ça donne. Alors ici, on va s'arrêter, enfin on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc on a toujours notre main.scss, donc on passe en .scss, hein. On a notre navbar, on a notre side menu. Et on a défini du coup un settings. Alors première chose que vous allez remarquer, c'est que dans le nom des fichiers, on a un underscore devant. Ça veut dire que c'est des partials, ça veut dire qu'ils ne vont pas être compilés, mais qu'ils vont être intégrés. C'est comme le include en PHP, ils vont être intégrés dans le fichier avant d'être rendus. Et le main, lui, n'a pas d'underscore puisque c'est notre point d'entrée. Donc du coup, notre compiler, il va voir que dans votre répertoire, il n'y a qu'un seul fichier qui n'a pas d'underscore, qui n'est pas un partial. Il va le compiler et lui, il va appeler. Donc la syntaxe est super facile, hein, import settings, import navbar. Si c'était dans des répertoires, on mettrait simplement settings/settings par exemple. Donc on met juste le nom du fichier et ça l'importe. Du coup, notre problème de tout à l'heure, il est un peu résolu parce que là, au final, qu'est-ce que ça va nous sortir? C'est un main.css avec déjà tout dedans. Donc nous, on a bien séparé notre code et en sortie, ça fait la même chose. Et la deuxième chose qu'on utilise, c'est les variables. Donc les variables, c'est tout bête, vous les définissez d'un côté. Si on regarde par exemple dans settings, vous avez défini theme color 1, c'est gris clair. Et après, vous allez pouvoir les réutiliser partout en dessous. C'est-à-dire, comme settings, vous l'avez apporté en premier, vous allez pouvoir le réutiliser dans navbar et dans side menu. Hein, les variables que vous déclarez, après, elles sont utilisées partout. Comme je vous disais, c'est comme un include, c'est-à-dire qu'on commence par tout rassembler et ensuite on traite les variables comme elles arrivent. Et donc du coup, on a toutes ces variables-là qui sont déclarées, et dans notre code, alors on n'a pas tout transformé en variable, parce que là c'est tombé vraiment dans l'extrême, mais les couleurs, les marges, les fontes, il y a plein de choses que vous pouvez passer en variable, et vous allez les déclarer au-dessus, en haut de votre fichier, et après vous les utilisez en bas. Il y a plusieurs intérêts. D'abord, toutes les, on va dire, les parties variables de votre module sont localisées en haut de votre fichier. Vous n'avez plus à faire de remplacer, chercher à remplacer. Le client vous dit, tiens, c'est pas vert, c'est bleu, il n'y a pas de souci. Moi, je change le vert en bleu en haut de mon fichier de navbar, par exemple, et puis hop, ça décline tout à la compile. Et du coup, vous n'avez plus vraiment besoin d'aller chercher comment c'est fait en dessous. Quand vous implémentez de nouvelles choses, vous le mettez, mais après, derrière, si c'est juste une modification de design variable, comme vous l'avez décrit, vous changez votre variable et puis on est bon. Et la deuxième chose que j'ai faite là-dessus, c'est que du coup, j'ai défini dans Settings des variables qui sont globales. Par exemple, mon jeu de couleurs, je le définis dans Settings. Donc j'ai mis couleur 1, couleur 2. Alors n'appelez pas le rouge, n'appelez pas la couleur rouge avec une variable rouge. Parce que si vous changez en vert, vous allez avoir un vert dans rouge, arrêtez. Donc couleur thème, par exemple, même, je reprends, si votre couleur 1, vous l'appelez par exemple en disant ça c'est ma couleur navbar, pareil, vous vous bindez à une situation, surtout pas. Donc vous vous donnez un nom super générique. Donc là, j'ai la couleur de mon thème numéro 1, la couleur de mon thème numéro 2. Et ensuite, ces variables, je vais les réutiliser, donc je les injecte dans mes fichiers. On fait de l'injection de dépendance, mais en CSS en fait. Et du coup, je vais pouvoir définir de manière globale des choses qui impactent tous mes fichiers, mais je ne vais pas les réutiliser thème color 1 au plus profond de mon petit module. Je vais passer par les variables en début de fichier, qui elles vont soit reprendre la même variable, soit lui appliquer une fonction, l'éclaircir de 10%, prendre l'inverse, etc., etc. Ce qui fait que du coup, j'ai à la fois dans mon module un comportement qui est défini dans mon en-tête, qui est précis, et si je veux le changer, je le change là, et à la fois j'ai des règles génériques qui sont dans mon settings. Donc si je veux changer mon vert en bleu, je le change en bleu, et je sais que mes modules ils vont s'adapter, et quand je survole c'est plus 10%, etc., etc. Je vais pouvoir décliner comme ça. Donc on est vraiment dans du CSS objet dans le sens où je suis en train de dire, voilà, mon module c'est une boîte noire. Qu'est-ce qu'il a besoin en entrée pour fonctionner? Et je lui fournis ce qu'il a besoin en entrée.
Ensuite, on va aller un peu plus loin. On va essayer de donner des noms un peu plus pertinents, un peu plus intéressants. La nomenclature de nos classes, c'est un peu particulier. C'est Martin Fowler qui disait que deux choses qui sont vraiment compliquées en développement, c'est nommer les choses et invalider le cache. En l'occurrence, invalider le cache, on ne va pas le faire, mais on va bien nommer les choses. Ici, on va arrêter de faire du nommage sémantique. Le nommage sémantique, c'est pour les machines. Sémantique, ça veut dire qu'une machine est capable de comprendre ce que vous êtes en train d'écrire. On va faire du nommage raisonné, en anglais sensible naming. Donc du coup, sémantique, c'est pour les machines. Voilà, une balise HTML, par exemple, c'est du sémantique, parce que la machine est capable de dire que dans votre balise P, c'est du paragraphe. Alors que la classe, la machine, elle va jamais être capable de voir ce que vous voulez mettre. Que vous mettiez Toto, Tutu ou je sais pas quoi, la machine, elle va pas le voir. Elle fait simplement une correspondance avec votre fichier CSS. Par contre, la notation, c'est pour nous. On va vouloir faire quelque chose qui nous aide à structurer notre code et à architecturer de manière vraiment performante. Enfin, vraiment intéressante. Je vous propose une nomenclature, il y en a beaucoup qui existent. Si vous commencez à regarder nomenclature CSS, vous allez trouver tout un tas. La nomenclature BEM, c'est une nomenclature qui est très utilisée. C'est BEM, c'est Block Element Modifier. Autrement dit, quand vous allez faire une classe, vous allez faire une classe pour un module. Mettons par exemple navbar. Donc votre bloc, c'est navbar. Et donc quand vous allez avoir des attributs sur navbar, vous mettez .navbar. Dans la navbar, vous allez peut-être avoir un champ input, qui est un élément de recherche. Du coup, quand vous allez vouloir styler cet élément-là, c'est navbar, le bloc, et l'élément c'est search. Donc vous notez navbar __ search. Et du coup, tous les éléments de votre composant, vous allez l'avoir comme ça. Donc non seulement vous avez une vue très claire de qu'est-ce qui est mon composant global, qu'est-ce qui sont mes éléments, et en plus vous allez les adresser directement. Encore une fois, on ne passe pas par des sélecteurs. Là, vous n'êtes pas en train de faire vous n'êtes pas en train de préjuger sur la place qu'a navbar search par rapport à navbar. Vous savez juste que vous êtes en train de styler les composants. Ça se trouve, ils seront à côté. Ça se trouve, ils seront imbriqués. Vous n'êtes pas en train de vous binder. Et c'est là le problème justement des sélecteurs à rallonge, c'est que vous êtes en train de forcer une structure sur votre HTML. Et si ça change, il faut changer votre CSS. Là, non. Dans le HTML, j'ai un navbar search, j'ai un navbar. Et après, je peux le réorganiser. Mon CSS, il tient toujours. Après, on peut encore contextualiser, mais il faut limiter au max. Et enfin, le dernier, c'est le modifier. Autrement dit, dès que je vais avoir une modification de l'état, typiquement par exemple un JavaScript qui va faire une modification, un bouton qui devient actif, etc., je vais rajouter un active, over. Alors c'est un peu, là je marque over, c'est un peu surfait, vous mettez 2 points over, ça marche aussi. Mais vous pouvez penser à n'importe quelle autre modification d'état, et vous passez par --. Vous pouvez penser que c'est un peu compliqué, c'est vrai que c'est un peu lourd, c'est très verbeux. Puis vous avez 2 underscores, vous avez 2 tirets, après vous pouvez faire la notation que vous voulez. Vous mettez un underscore, un tiret, mais le tout c'est d'être toujours avec une logique qui est identique. Et du coup, vous pouvez très bien vous y retrouver. L'avantage, c'est que là, vous dites, ok, mes modifiers, c'est que mon JavaScript qui tape dessus, mes éléments, ça me définit bien mon bloc, et après, j'ai le wrapper, on va dire, qui est le bloc tout court. C'est plutôt bien structuré. Et vous allez aussi bien vous y retrouver dans votre HTML, parce que du coup, vous définissez des rôles. C'est-à-dire que moi, dans ma navbar, ça se trouve, j'aurai d'autres composants qui seront dans un fichier CSS séparé parce que c'est un composant. Et du coup, dans mon HTML, je vais bien séparer ce qui est stylé par navbar et ce qui est stylé par mon autre composant. Et je vais vraiment pouvoir faire ma distinction avec juste ma nomenclature derrière. Donc je ne suis pas en train de faire des allers-retours, je vois exactement ce que je fais. Donc dans la pratique, si je reprends notre navbar.scss, au niveau de la nomenclature BEM, voilà ce qu'on aurait. Donc on a notre navbar qui est global, ensuite on a notre navbar search. Là j'ai fait un deuxième élément qui est un search input. Je m'autorise un camel case sur mon deuxième. Là c'est une liberté que je prends. Je m'en autorise qu'un, on va dire, si je dois faire un autre module dans mon input, je ferai un module séparé, on va dire. Quand c'est actif, je mets un ---- active, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le over en bas, je l'ai défini en deux, soit avec le 2.over, soit avec le modifier over, mais voilà, ça vous donne une idée. Encore une fois, ça vous paraît peut-être un petit peu poussé, mais au final, dans le HTML, vous allez avoir quelque chose de très simple, et quand vous allez multiplier les modules, ça va être tout de suite évident. Je prends l'exemple, je sais pas, d'un accordéon, au final, vous avez des classes qui sont des rôles, est-ce que mon accordéon il est ouvert, fermé, etc. Et dedans, j'aurai peut-être d'autres blocs. Donc je vois très clairement que, ok, là j'ai un CSS qui porte sur tel rôle et un CSS qui porte sur un autre. Allons encore un petit peu plus loin. Là déjà, si on arrive là, on commence à avoir quelque chose de bien maintenable. On va aller sur le next step. Le next step, c'est l'atomic design. Alors, atomic design, c'est un concept qui a été posé par Brad Frost, qui s'est inspiré d'une citation de Stephen Hay, qui dit on ne design plus des pages, on est en train de designer des systèmes de composants. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de faire du HTML un peu comme ça à la mano, enfin on le fait, mais il ne faudrait plus, disons. Il faudrait assembler des composants, il faudrait que ce soit des briques Lego. Tout à l'heure on parlait de CSS objet avec des entrées, et après le module se débrouille.
Bah, c'est ce qu'il faut c'est voilà qu'on doit attendre, c'est-à-dire qu'on a des briques Lego et on assemble notre interface avec ces briques de Lego. Il y a une brique qui s'appelle un navbar, etc., etc. Et on va assembler ça comme ça. Dans la pratique, l'atomic design, qu'est-ce que c'est? C'est une approche vraiment modulaire du design. C'est une organisation en tout composant. Tout ce que vous allez faire, c'est un composant. Il va en imbriquer d'autres, il va être à côté d'autres, mais c'est du composant. C'est une méthodologie qui nous permet de vraiment bien architecturer, on verra juste après. Et surtout, c'est pas uniquement pour le CSS, c'est vraiment une approche globale. Pour ça, je vous disais, on va partir du CSS, mais ça va nous emmener beaucoup plus loin. C'est une approche globale pour dire, mon UI, c'est des composants que je vais assembler. Évidemment, c'est pas une librairie, c'est pas un framework, c'est pas un logcat, et surtout, c'est pas dangereux. N'ayez pas peur, ça marche très bien. Dans la pratique, on va séparer le code en 3 niveaux structurels. Donc tous nos composants là, tout ce qu'on a fait au niveau de nos fichiers, c'est très bien. Maintenant, on va un petit peu plus les organiser entre eux. On va avoir une première base qu'on va appeler Quarks. Alors là, je vous propose une appellation, c'est juste pour montrer la hiérarchie. Donc, première base Quarks, c'est les éléments HTML purs. Donc en fait, on va cibler des éléments purs, pas de classe, rien du tout. On définit, autrement dit, un comportement global de base pour l'ensemble de notre application. Quand j'ai un input, voilà son aspect. Quand j'ai un titre H1, voilà son aspect. Quel que soit le bloc dans lequel je suis, c'est la base. Globalement, les normalizers ou les choses comme ça qu'on utilise, c'est là. C'est-à-dire je reprends un peu tous mes éléments HTML de base et je les équilibre pour dire, ben voilà le comportement de base que je veux. Niveau numéro 2, on appelle ça les atomes. On couche au-dessus. Donc on va avoir tout ce qui est composant, entre guillemets, standalone. Alors c'est mon composant qui utilise rien d'autre que d'autres éléments HTML purs. Par exemple, je sais pas, imaginons ma navbar, elle utilise que des UL et des LI et des A pour faire ses boutons, et puis voilà, j'ai ma navbar. Rien de plus. Et le troisième, c'est des molécules, c'est-à-dire c'est des composants, mais qui eux vont utiliser d'autres composants. Alors on reprend notre principe de navbar, maintenant si je dis que mon champ de recherche c'est un composant en soi, qui est composé d'un input et d'un bouton, donc là on est dans un atome, j'utilise des éléments HTML purs, et ce champ recherche, je l'intègre dans une grande structure qui est une navbar, qui va donc être une molécule, qui est un composant donc avec un autre composant dedans. Alors à quoi ça sert de se compliquer la tête avec ça? C'est que concrètement, le quark il va pas avoir de dépendance, l'atome il va pas avoir de dépendance, et on n'a que la molécule qui va dépendre d'autres atomes. Autrement dit, les quarks, les atomes, parce que le travail que vous faites dessus, c'est réutilisable à loisir, sur votre projet, sur un autre projet. Vous pouvez utiliser les atomes de l'un avec la base des quarks de l'autre, vous faites ce que vous voulez. Simplement, les molécules, vous savez qu'il va y avoir une dépendance avec d'autres atomes que vous avez pris. C'est le seul intérêt, c'est de vraiment organiser en fonction des dépendances que vous faites. Concrètement, ça, c'est si vous dites, ok, moi, les atomes, les quarks, les machins, j'en ai pas trop envie, mais je vais quand même structurer mon code pour que ce soit propre. On l'a dit tout à l'heure, c'est ça. J'ai un main, un global settings, j'ai rajouté un global mixin, c'est des fonctions, on va pas rentrer dedans. Base, je en reparlerai tout à l'heure. Et voilà, après, j'ai juste mes atomes parce que c'est des éléments HTML purs, c'est mon normalizer, etc. Et puis, de côté, mes composants. Ça, on va dire, c'est l'organisation simple. Ok. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous passez à ça. Atome, molécule, organisme. Vous avez votre répertoire d'assets et compagnie, vous l'avez bien organisé, atome, molécule, organisme. Je sais que tout ce qui est dans atome, tout ce qui est dans molécule, je reprends. Il y a une typo, pardon. Quark, atome et molécule. Justement, il y a deux nomenclatures qui se côtoient. Donc là, déjà, quand vous avez ça, vous êtes plutôt pas mal. Et mine de rien, quand vous allez commencer à multiplier vos composants, vous allez voir que c'est vraiment très agréable. Parce que vous savez que du coup, vous êtes en train de créer des choses qui sont réutilisables ou non. Et vous allez pouvoir les balader. L'idée derrière, c'est quoi? C'est de se construire derrière un repo de vos composants que vous utilisez à chaque fois, que vous allez enrichir. Et vous savez que vous pouvez les réutiliser facilement. Et vous savez que quand vous allez l'appliquer à un nouveau projet, vous avez juste à rentrer, à modifier les paramètres dans les variables pour dire maintenant c'est bleu, c'est large, c'est 12 pixels de fonte, etc. Et hop, votre composant il roule. C'est un peu le principe de Twitter Bootstrap, sauf que Twitter Bootstrap il vous force à utiliser des choses. Là, vous allez créer vous-même votre repo. Et pourquoi pas utiliser des composants de Twitter Bootstrap ou fondations qui sont pendant en SaaS, et vous créez du coup un repo. Et c'est le principe derrière, c'est de dire c'est bien joli de créer des choses réutilisables, mais si je ne réutilise pas, ça sert à rien. Non, je suis en train de créer des choses que je peux reprendre encore et encore. Parce qu'on aura toujours besoin d'une barre, d'un menu, etc. Et je le retape dans mon repo, je le reprends et je le réutilise dans mon projet suivant. Et je le customise pleinement. Et je le fais évoluer comme ça. Dans la pratique, souvenez-vous, on a dit quand même que l'Atomic Design, c'était pas que pour le CSS. Alors on va aller un step encore plus loin. Ne vous affolez pas. Et on va passer à ça. C'est-à-dire que là, on n'est plus en train de faire une arborescence avec juste mes fichiers style, je suis en train de faire une arborescence de composants. Et dans chacun
de mes composants, je vais avoir du style en CSS, et je vais aussi avoir du template en HTML pour la structure, et du JS pour le comportement. Et je vais définir complètement mon composant comme ça, et je vais dire, ben voilà, ça c'est un composant pleinement réutilisable. Il a un comportement, il a un template, il a un style, qu'on peut paramétrer avec des choses en entrée, et voilà, et je le réutilise pleinement. Alors dans la pratique, ça, bah aujourd'hui c'est pas top, c'est pas facile à faire. Parce que le HTML, les réutiliser, là vous dites, ouais, enfin c'est quoi, il faut que je fasse des includes dans Twig, dans Symfony, il faut que je fasse des trucs, c'est un peu compliqué. Sauf que là, du coup, derrière, eh ben, on est juste sur demain, on va dire le futur. 2016, 2017, on a des choses qui seront très sympas à utiliser. Et c'est les web components. Le principe du web components, c'est exactement ça. C'est de dire, je vais avoir un module, un widget, même si le mot maintenant est un peu dangereux, mais c'est vraiment ça, c'est un module graphique complet, avec des entrées, et qui du coup, lui, va avoir un comportement à lui-même. Donc, je vous ai rappelé un petit peu, donc ça c'est tiré du W3C, c'est tiré d'un draft du W3C, c'est vraiment très actif en ce moment. Il y a beaucoup de réunions qui se font et ça évolue très très vite. Et donc, c'est de dire que le Web Components, c'est basé sur 5 choses. C'est des templates, c'est des decorators qui sont en fait des modifications du CSS en fonction de certaines entrées, des custom elements, c'est-à-dire ben, être capable de redéfinir des balises HTML custom, du Shadow DOM. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça permet en gros de vraiment faire des entrées précises au niveau composant à travers du JS et de les manipuler facilement, et des imports. Et au final, c'est ce qui est marqué ici, c'est que chacune de ces pièces est super intéressante séparément, mais quand on les met tous ensemble, on commence à avoir un vrai système réutilisable à foison. Et là, ça commence à devenir vraiment très intéressant. Et le meilleur, c'est qu'en fait, ce futur, il est maintenant. Pardon pour l'effet scénique. C'est que du coup, l'approche Web Components, vous pouvez l'utiliser dès aujourd'hui. Elle est complètement valable. Il y a le projet Polymère, qui est un projet Google, qui vous propose une librairie. Alors, c'est pas compatible IE6 et des bananes, hein, on est d'accord. Mais sur les projets modernes, sur les navigateurs modernes, ça vous propose une librairie pour faire du Web Components super facilement. Et vous avez même un repository où vous avez déjà des Web Components qui vous sont proposés. On vous propose une progress bar ou des choses comme ça. Il y a déjà plein de choses. Il y a un repo qui existe qu'on vous met à disposition en disant, bah voilà, nous, on s'est un peu embêté à faire du Web Components et on vous propose la chose. Et vous pouvez en faire vous aussi. Et ça, vous pouvez complètement intégrer dès aujourd'hui parce que vous vous basez sur, bon, concrètement, derrière, c'est du polyfill qui va permettre un peu de simuler ça, mais allez voir sur le site, l'utilisation est vraiment ultra simple. En 2 lignes, vous avez votre web components utilisé. Et finalement, faut pas oublier Angular. Angular, les directives, explicitement, pour ceux qui connaissent, c'est fait pour justement aller vers du web components. La directive, c'est être capable de déclarer des tags HTML custom. Et du coup, on lui associe un contrôleur. Autrement dit, des paramètres en entrée, un comportement, etc., etc. Le seul truc un petit peu relou, c'est, on va dire, être capable d'associer facilement un CSS à un composant et de capable de construire comme ça. Aujourd'hui, on est un peu obligé de prévoir en se disant, bah voilà, tous les composants que je veux, je prends leur CSS, je le compacte, je le génère, et puis je le prends dans ma page. Avec les web components, on est capable directement d'aller chercher chacun de ces éléments facilement. Donc c'est ça un peu la next step, mais on peut déjà utiliser aujourd'hui. Et pareil, Backbone est très très puissant, combiné avec soit Polymère, soit d'autres outils un peu dans ce thème-là. Et on arrive à faire des choses vraiment exceptionnelles là-dessus et à composer un UI très 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 facilement. Et enfin, je vous conseille le site webcomponents.org qui justement récapitule toutes les avancées. Il y a beaucoup d'articles, il y a des gens qui proposent des choses et qui vous montreront un peu l'étendue de tout ce que vous pouvez utiliser et qui est vraiment très intéressant. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Et du coup, bah, vous allez voir qu'au final, c'est très rigolo à utiliser et surtout, c'est super maintenable. Voilà. Bon, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur les web components, Oui. quand tu as besoin de data, comment ça se passe? Parce que je le vois bien sur des progress bar, etc. Mais est-ce que tu dois imposer une signature pour récupérer la data ou... Pour l'instant, c'est encore libre. Et c'est aussi justement tout le travail du W3C, c'est de fixer des normes pour dire, ben, quand tu veux interagir avec un composant, voilà comment tu fais, voilà comment tu le passes. Aujourd'hui, c'est libre, mais sur des outils comme Angular, tu as un contrôleur en entrée où tu peux lui passer des paramètres. Donc après, c'est à toi un peu de déterminer comment tu fais. Moi, je sais que sur un projet, j'avais pas besoin de data phénoménale, mais on va dire de quelques strings. Ben, je les mettais en attribut HTML et après ça, il les récupérait derrière pour générer son truc. Mais pour l'instant, il n'y a rien de vraiment normé, justement. C'est pour ça que c'est encore du draft. C'est un peu standardisé pour le BEM quand tu dois enchaîner les éléments ou pas?
bloc élément modifieur, mais Alors, ouais, BEM, faire bloc élément modifieur. alors justement, si tu as plusieurs éléments chaînés, en gros, ça veut dire qu'il faut que tu recrées un bloc et que tu l'inclus. Oui, j'imagine que ça va prendre une fois. Mais après, non, il n'y a pas de... Non. Justement, le principe, c'est de dire, si tu es en train de vouloir faire, si tu es en train de chercher une nouvelle nomenclature là-dessus, c'est que tu es en train de te planter, quoi. Ouais, il y a une question, il y a aussi, par rapport à ce que tu as cité sur la librairie de polyfill, on va dire, Ouais. il y a aussi Xtag de Mozilla qui le fait, c'est bien. Il y a Exact. Bosnix aussi, qui est fait par C'est vrai. Bougeron, Ouais, français, tout ça. qui est justement, qui a aussi notre approche. Ça bouge beaucoup. Et une question derrière, où en est le support natif du navigateur par rapport aux components? Alors, le support est assez bon, enfin c'est assez surprenant. C'est-à-dire qu'il me semble que sur les dernières versions de Chrome et Mozilla, on peut déjà s'essayer à faire du Web Component. Alors IE est dans les choux complets, c'est du rouge total. Justement sur le site webcomponents.org, il y a un tableau avec toutes les compatibilités et c'est plutôt bien supporté. En gros, c'est ouvert chez Chrome et Mozilla. Je sais plus lequel est un peu orange et IE dans le rouge, quoi. Donc il y a quand même un besoin de polyfill si on veut vraiment étendre. Après, des outils comme Angular, on peut descendre à IE8, IE7 même, je crois. C'est pas très performant sur IE7, mais on peut descendre. Et les directives valent encore. Donc on peut peut-être bidouiller là-dessus à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres librairies. C'est vrai que moi, celle-là, je les avais vues, mais je suis pas trop rentré dans le détail. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est pour ça le site Web Components, il fournit tous les outils. Il vous dit voilà tout ce qu'on a, voilà l'étendue, allez voir, quoi. Mais c'est vraiment un sujet qui bouge. Là, la dernière version du projet Google, c'est les dernières versions stables, c'était en décembre dernier. Enfin, ça bouge vraiment beaucoup. C'est vraiment la next step HTML qui va arriver et c'est pas mal d'orienter ces projets dans ce sens. On a Arnaud qui demande dans quelle mesure le polyfill est viable pour le référencement. Ce que ça veut dire. Mais je pense Il ne va que pas y avoir vraiment d'impact dans le sens où le polyfill va juste aider à faire le lien, on va dire, entre le code et ce qui est affiché. Mais là, le HTML qui est affiché, il est comme ça, quoi. Google va le voir tel quel. Enfin, Google va le voir tel quel. Après, si c'est du JS, etc., il y a un trick, mais il n'y a pas vraiment de lien. C'est juste, justement, le polyfill, tout le principe, c'est le principe de tous les polyfills, c'est de dire, je change rien à part la méthode de travail. Là, je fais une boîte noire. Et du jour où le support sera bon, j'enlève mon polyfill et ça va marcher tel quel, quoi. Donc normalement, le référencement n'a pas d'impact. pour le SEO et les apps JS, le problème il est bien au-delà des polyfills. Il est déjà au JS, quoi. Il est déjà au JS, hein, Après, sinon, faut passer. Enfin, dans Google, il y a des méthodes pour du coup qui reconnaissent des applis riches pour lui proposer en fait des HTML flat directement servis en les passant en paramètres. Enfin, c'est un autre sujet, quoi. Il y a aussi Pete qui demande, qui s'étonnait, il comprend pas vraiment l'intérêt de définir des espèces de variables intermédiaires en dessous des variables globales. Ouais, complètement. C'est vrai que c'est pas le moment. Enfin, je vais revenir sur le slide, je pense que ce sera peut-être beaucoup plus simple. Si j'y arrive. Ouais, c'est ça. En fait, on est d'accord que si on le fait pas, ça marche. Ça, c'est clair, ça marche, il n'y a pas de souci. Vous définissez des grandes variables globales et vous les utilisez dans vos composants. C'est ce que fait, il me semble, Bootstrap, c'est ce que fait Fondation, et c'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez surcharger en proposant un gros fichier de settings, vous mettez vos propres settings et ce sera répercuté dans tout. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça marche. Le principe ici de faire l'intermédiaire, c'est justement, imaginons, vous êtes en train de dire, voilà, moi, ma navbar, elle a une couleur de fond, c'est temps. Je l'ai défini de manière globale. Ça veut dire que mon fichier, je ne vais pas pouvoir le copier-coller dans un autre projet, à part si je renomme une variable globale couleur 1. Donc je suis en train de m'abstraire en fait de mon contexte et je suis en train de vraiment faire de l'élément réutilisable. C'est le seul intérêt. C'est de dire, ici, j'ai toutes mes dépendances. C'est là que j'injecte. Et s'il faut que je modifie, c'est à cet endroit-là. Plutôt que d'aller chercher dans le code tous les endroits où j'ai mis des variables globales et les enlever, et regarder à la compile que ça casse, etc. Très bonne réponse. Oui, j'ai une question sur la complémentarité ou la compatibilité entre les deux systèmes du BEM et de celui utilisé par Twitter Bootstrap. Ouais. C'est que d'un côté, avec le BEM, on définit une classe à l'élément et après, en CSS, on définit l'apparence. Alors que Twitter Bootstrap, on va définir des classes pour un rendu visuel qu'on va utiliser dans le CSS. Pour moi, c'est l'inverse en fait. Ouais. Et est-ce que là, on ne se retrouve pas finalement dans une contradiction? Complètement. C'est complètement une contradiction et je dirais que c'est un peu le reproche que je fais à Twitter Bootstrap.
c'est justement de binder et de mettre en fait comment dire, t'es en train de mettre du vocabulaire de présentation dans ton HTML. Je suis pas en train de faire mon grand gourou en disant il faut vite séparer, mais quand même. C'est-à-dire que t'es en train de dire qu'une colonne, par exemple, tu dis c'est col 12 quoi, et ça prend 12 de large ou 6 de large. Je prends l'exemple des grilles parce que c'est plus flagrant. Et au final, du jour où ce sera 8, c'est dans l'HTML que tu vas le changer, pas dans le CSS. Et donc, tu es en train de mixer les deux. Et dans les web components, ça va forcément t'emmerder à un moment. Parce que justement, tu veux quelque chose de réutilisable pleinement. Tu as envie d'avoir un template qui est ce qu'il est, et ensuite un CSS avec des modifications sur le CSS. Et c'est ça l'un des 5 thèmes qui a été là, c'est le côté décorator. Si tu décores le CSS, tu décores pas le HTML. Donc du coup, l'approche, encore une fois, telle qu'elle, elle marche, elle n'est pas dérangeante, mais si tu vas aller un step plus loin, tu vas vraiment t'abstraire de toute présentation dans ton HTML et tu dis non, ça c'est un rôle, je lui donne des rôles parce que le HTML c'est une affaire de rôle. Et ensuite, comment je style les rôles, je vois à côté et je me démerde à côté. C'est en ça qu'on fait la demande. Après, c'est clair que si tu utilises le Twitter Bootstrap dans un projet, tu vas du coup avoir, on va dire, cette pratique qui est une pratique qui est bonne, mais qui a ses limites, quoi. Et si tu veux passer sur Web Components avec du Twitter Bootstrap, tu vas être un peu emmerdé, quoi. D'ailleurs, concrètement, le principe, j'avais vu un article, je crois que c'est le créateur de Foundation, donc qui est le Twitter Bootstrap, mais reprenant SAS, qui disait, mais n'utilisez jamais tel quel nos composants. Nous, en gros, on fournit du CSS tout compilé parce que c'est facile pour les gens qui connaissent pas trop, mais le but final de ce truc, c'est pas d'être utilisé tel quel, c'est pas d'attaquer les classes, c'est d'aller prendre le fichier SCSS et de l'inclure chez nous, quoi. Et de le modifier et de faire en sorte que, c'est une base, quoi. Normalement, il doit être remodifié, il doit être retapé, il doit plus ressembler à rien, quoi. Je sais pas comment fonctionne Foundation exactement, mais mais Twitter Bootstrap, les nommages des classes qu'il a, c'est clairement quelque chose pour être injecté dans l'HTML. Il ne définit pas des abstractions d'éléments, il définit des rendus visuels. Ouais, c'est ça. Donc après, on se retrouve à modifier le HTML. Donc finalement, ça revient un petit peu à mettre des styles directement dans ta balise. Oui, c'est ça. Parce que tu utilises la tribu classe, quoi. Exactement. C'est ça le reproche que je lui fais, c'est vraiment t'es en train d'injecter du style. Alors on dit non, c'est pas du style, c'est une classe. Oui, mais le nom de ta classe, c'est un nom de style. Mais t'as parfaitement raison, c'est là où cette approche, par contre, elle a l'avantage d'avoir un impact sur les performances. Parce que c'est beaucoup mieux pour un navigateur de rendre un truc où il y a une classe, une seule, qui définit ça, c'est en texte rouge, et tous les éléments ont cette classe, plutôt que d'avoir 10 éléments différents qui ont une classe différente, qui chacune, dans le préprocesseur, vont inclure la même instruction. Tu vas dupliquer, tu n'auras aucune classe qui pourra être appliquée à plusieurs choses. Normalement, l'intérêt d'une classe au niveau performance, et comme ça a été pensé en HTML, c'est que ça définit un micro-comportement que tu appliques à plusieurs éléments. C'est vrai qu'il doit toujours jongler entre est-ce que ça va être pratique pour moi ou est-ce que ça va être pratique pour le moteur de rendu. On est d'accord, il y a deux choses dans ce que tu as dit. Déjà, il y a le fait qu'à la base, c'était pensé comme ça. Il y a beaucoup de choses qui ont... on va dire, c'est un peu couillon ce que je dis, mais ne nous limitons pas à ce qui a été pensé à la base. Parce que justement, à la base, quand tu regardes la définition dans le W3C, un élément qui est unique sur la page doit avoir un ID. C'est pas l'inverse, c'est pas genre un ID il est unique, c'est un élément unique doit avoir un ID. Donc déjà là, on est en train de mettre... on est en train de s'éloigner des limitations standards, mais bon, on va pas se bloquer à ça. Et le problème, c'est que autant tu as une classe qui dit ça c'est rouge, ok, mais du coup tu vas devoir multiplier les classes pour donner l'ensemble de tous tes comportements au final. Donc ok, tu n'as mis qu'une classe pour rouge, mais au final tu en as 10 derrière qui vont dire il est rouge, il est gros, tu vois, donc au final ça revient un peu au même, quoi. Et du coup tu perds pas tellement que ça. Après dans le code derrière, je suis d'accord que c'est un peu couillon de dire du coup sur chaque classe, dire color rouge, color rouge, color rouge, color rouge. Là, par contre, c'est un peu couillon. Et c'est là où SAS propose des choses qui sont vraiment top, où je vois des mixins, mais même de l'interpolation de variables, des choses qui sont très loin. Alors là, je ne vais pas vous présenter ça parce que je vais prendre des heures, mais en gros, on peut faire des choses super utilisables, notamment en SAS, mais en stylus aussi, pas en less, mais qui justement permettent d'écrire une seule fois ça c'est rouge, et encore une fois, donner des rôles à des composants en disant, voilà, toi, tes deux rôles temps, ça veut dire que derrière, je vais aller chercher que c'est rouge, que c'est gros, que c'est ça, etc. Donc toi, ton code, tu vas pouvoir le faire pareil en disant, je vais faire des choses qui vont pas se répéter, je vais pas avoir du duplicata de code, je vais pas avoir color rouge X fois dans mon code. Par contre, je vais importer à chaque fois des comportements et je vais faire des constructions de comportements dedans. Oui, quand je disais dupliquer, je me plaçais du côté du moteur de rendu. Du coup, toi, ça sera dupliqué dans ton truc avant, mais une fois compilé, ce sera pareil. Ouais, ce sera pareil.
Mais c'est là où ça équilibre avec le nombre de classes. Mais oui, on est d'accord, c'est pas un... Mais cela dit, effectivement, La différence que je vois, c'est que tu optes pour une réutilisabilité du HTML. Bon, après, je dis pas que c'est forcément un avantage, mais tu te retrouves pas avec du HTML qui est rempli de classes Bootstrap ou Foundation. ouais, carrément, je dis pas que c'est. Après, justement, c'est dans la top non plus, réutilisabilité, je vous avais présenté tout à l'heure, j'ai un fichier base, en fait, au milieu. J'avais main et j'avais base. Et c'est un peu le compromis que moi je fais, c'est que le tout composant c'est sympa, mais mon body et mon HTML, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le mettre en composant, quoi? Est-ce que ce genre de choses c'est vraiment utile? Donc du coup, en général, je fais un fichier base avec voilà, le background de mon body, de mon HTML. Je m'embête pas à faire un beau composant là-dessus. Je sais que ça change à chaque projet, je sais que j'ai pas deux fois la même. Bon. Donc sur ce genre de truc vraiment très générique, mais c'est dangereux parce que ouvrir un truc générique, après, c'est prendre le danger de mettre des choses là-dedans. Mais voilà, on peut du coup faire un compromis en disant, ben ça c'est utilisable. Du coup, j'adapte complètement la méthode de Web Components. Ça non, ben voilà, je le fais à l'ancienne, et puis basta. Faut pas non plus être sectaire. Quid de l'écosystème qui est autour de Component, notamment sa publication, sa utilisation au cross-projet les tiens, mais est-ce qu'il y en a qui sont publiés? Est-ce qu'on va voir le NPM Est-ce qu'il y a des dépôts pour ça? le NPM Moi, je m'attends à ça. qui s'est capable d'installer aussi? Enfin, comment ils sont utilisés et quel est l'écosystème qu'il y a autour? Alors aujourd'hui, il y a assez sporadique, il y a justement le projet Google qui a un repo avec des web components qu'on peut réutiliser. Donc il y a déjà quand même vraiment, oui, il y a une volonté de faire du NPM de widget UI, quoi. Mais aujourd'hui, ben il n'y a pas grand-chose. La spec est pas sortie, les normes vont peut-être changer, c'est encore un petit peu changeant. C'est en très bonne voie, mais pour moi, oui, 2017, on a un repo de UI. Pour moi, c'est clair. Par contre, là, tu vas en avoir un pour du polymère, un pour chaque libre qui, pour l'instant, Ça, c'est la question. font du polyfill. C'est ça. Pour l'instant, on choisit un petit peu, sa, enfin, on choisit pas un petit peu sa maison mère et puis on s'y range, quoi. Mais c'est clair qu'à partir du moment où il y aura une norme qui est posée, ben, on pourra déjà être un peu plus fluide. C'est clair qu'aujourd'hui, on peut le faire. Il faut s'y intéresser. Est-ce que c'est un truc forcément à pousser jusqu'au bout? Je sais pas, mais en tout cas, vu que c'est vraiment l'arrivée, enfin, quand vous regardez les publications de tous les grands gourous qui sont un peu là-dedans, ils vous disent mais les web components, ça va être la révolution HTML, c'est la prochaine, c'est celle qui arrive, quoi. On a eu HTML5, après bon, chacun discute si c'est une révolution ou pas, mais le truc qui arrive, qui va vraiment, c'est le game changing, c'est les web components. Après, il y a ceux qui ont peur parce qu'ils disent ouais, mais du coup, on est en train de donner les clés du navigateur au développeur parce qu'il peut mettre les tags qu'il veut, mais bon, ça existe déjà un peu dans Angular, quoi. Mais vraiment, c'est le truc qui arrive. Donc, je pense que ça vaut vraiment le coup de suivre les leaders comme justement Google qui sont en train de prendre des choses. Yes. On a encore des questions sur Internet de Pierre, que j'ai présenté comme Pete tout à l'heure, mais qui a précisé son nom. On reconnaît. Est-ce que l'utilisation de préprocesseurs ne ralentit pas le travail sur le design, c'est-à-dire dans le sens où il faut peut-être relancer un traitement après chaque modification du fichier CSS? C'est assez facile de répondre. C'est assez facile de répondre. Dans la plupart des processeurs, je pense tous, il peut surveiller en fait le répertoire de travail et dès qu'il y a un changement, il fait la recompile. Moi, pour le LOL, j'avais même mis en place un truc qui rechargeait le navigateur et où j'avais toujours une vue à jour avec tous les CSS compilés. Enfin, c'est assez facile. Et au final, non, au contraire, on gagne beaucoup de temps parce que on est vraiment capable de faire du code court pour faire du CSS complet. Donc, même si on devait relancer à la mano à chaque fois, je pense que ça vaut le coup. Donc là, c'est pas le cas. Il y a Arnaud qui demande, lui il a bossé récemment avec Foundation, le style aussi était injecté directement dans le HTML, notamment pour les grilles. Il se demande est-ce qu'il a loupé un truc. Non, il a parfaitement raison. Fondation aussi s'est injecté. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Twitter Bootstrap, mais Fondation c'était le même principe. Parce qu'à un moment, justement, c'est compliqué de dire. Enfin, ils sont user-friendly, donc ils disent ben voilà toutes les briques que vous avez. Il y a une brique, c'est utiliser directement le nom HTML, enfin le nom de la classe dans le HTML et ça marche. Mais là, moi, ce que j'aime bien chez Fondation, c'est que quand vous regardez la documentation, ils vous montrent aussi toutes les méthodes pour aller attaquer directement ça depuis votre CSS. Donc justement de pouvoir déclarer un composant et dedans de dire j'appelle maintenant le composant grille 6. Donc vous gagnez déjà un niveau, donc vous avez une dépendance qui est faite sur Fondation ou sur ce que vous voulez, mais au moins vous avez un HTML qui est séparé de votre design et votre grille vous l'avez quand même appliqué dans votre CSS. Donc il n'a rien loupé, mais il y a quand même des moyens, des manières un peu plus propres de faire. Décider plutôt que de composer la série de classes dont on a besoin dans l'élément HTML,
on donne une classe à cet élément Exactement. HTML et on compose notre série de classes au niveau Exactement. du On lui préprocesseur. donne un rôle, et ensuite derrière on lui dit, ben, ce rôle-là c'est grid 6, titre ça, etc., etc. On appelle des mixins, on appelle Ça, des... c'est pas possible avec Twitter Bootstrap, ça? Avec Twitter, si, maintenant tu peux le faire, parce que justement, alors, C'est juste qu'ils n'en parlent pas dans la doc, Ouais. je pense, du coup, Et ça devient... historiquement, ils avaient commencé en faisant juste les classes dans le HTML, et ensuite Fondation a sorti sa nouvelle version en justement donnant l'accès aux deux, et genre 3 mois plus tard, ils ont sorti leur version en disant oui, vous pouvez aussi, etc. Mais du coup, oui, maintenant tu peux aussi dans Bootstrap. Tu peux en LS et en SAS d'ailleurs, il me semble. Je peux parler pour avoir essayé dans Bootstrap, en fait, tu peux, jusqu'à une certaine mesure, parce que ça reste très, Ouais, ouais. Ah oui, ça ça cascade descend vite. très très bas, en fait, et du coup, les mixins ne marchent pas avec, avec les 6, Ah oui, d'accord. avec les niveaux en dessous, quoi. D'accord. Après avoir Un c'est- Ouais, ça, en fait, comme sur un externe, ça marche sur l'élément, mais ça marche pas sur les éléments suivants. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. Oui, oui, oui. Alors, dans SAS, je suis pro SAS, ça se voit peut-être, mais vraiment dans SAS, il n'y a aucun souci et il y a tout qui se décline et c'est en général plutôt intelligent. Enfin, qu'on me sorte un. Enfin, je serais super Là, intéressé on d'avoir parle un de SAS. SAS de Bootstrap. De quoi Je parle On parle de la SAS. version. Ah, tu parles de SAS de Bootstrap? Ouais, Ah bah c'est bizarre. Parce que vraiment, moi, j'ai réussi à faire des inclusions C'est parce qu'en super fait, il y a des fois, profondes. ils définissent, Enfin, peut-être, mais- c'est Bootstrap qui définissent de genre, ils corrigent une marge sur un bouton groupe, Ouais. sur le dernier élément, ils définissent une marge et tout, et du coup, leur instruction, Ah oui. clairement de margin, elle est derrière bouton de groupe, bouton, last, machin, enfin, t'as Ouais, un exactement. super grand sélecteur, et du coup, toi, si t'appliques juste à ton élément Oui, navbar, ça si définit t'appliques pas. juste bouton groupe, ça va pas répercuter Ouais, ce complètement. genre de longues trucs sur le Ouais. dernier élément, quoi. Le moins plugin, du coup. C'est déjà bien. Au final, c'est un peu ce que utilisent le plus les gens, quoi. Enfin, je pense qu'on leur dit, vous passez de tous vos attributs CSS, ouais, bon, tant pis, on les fera à côté. Vous passez nos colonnes, ah non. Mais d'ailleurs, il y a une très bonne lib qui s'appelle Gridle, qui vous permet justement de vous affranchir de ce genre de choses, et je conseille d'aller voir. Qui permet de créer votre propre système de grid et de l'intégrer dans des composants à vous, utilisables. Ok. Bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à suivre sur la chaîne YouTube et là-haut, histoire que vous ayez les autres talks et ce talk-là dès qu'il sera diffusé. Tu t'es pas présenté au départ? Alors du coup, si C'est tu vrai. as envie de te présenter, tu peux. Eh ben, ouais, je m'appelle Laurent Wiesel, Wiesel sur Twitter, pas très original. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Je Bah, suis- c'est déjà bien, si ça te va. Suivez-le, voilà. Suivez-moi. Suivez-le, envoyez-lui des petits messages pour l'inciter à Envoyez-moi faire des d'autres mots. talks. Et, Quoi Ouais, pour le suivant, j'appelle Devster Jérémy Perret pour faire une super call sur le sujet de son choix et il a qu'à choisir. bah, je ferai un spectacle. Il fera un spectacle de jonglage si vous le likez tous sur Twitter. Et vous faites un plus, un sur G+. Ok, bah merci du coup. Bah, merci à vous. Nous on se retrouve la semaine prochaine, donc vers 13h ou 13h30, on verra. Ça dépendra de quand est-ce qu'on a fini de manger les pizzas. Et sur ce, bah, je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine, ciao. Bye.